Maurice Ulrich, donc, qui a commis un ouvrage, donc, éditorialiste, chroniqueur à l'humanité, billetiste, et donc journaliste de la rubrique Idées, Tribune, Débat, que je connais bien. Et donc, tutoie nécessairement, hein. Voilà. Aujourd'hui, donc, c'est tout frais, tout neuf, hein, ça vient de sortir en cette rentrée littéraire à la maison d'édition Arcane 17, Heidegger et le golem du nazisme. Maurice, je pose tout de suite immédiatement la question, puisque nous sommes pressés. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir intervenir sur ce thème? En fait, j'ai essayé de faire court parce que la dernière fois que j'ai parlé en public de mon livre, je pensais avoir parlé 10 minutes, j'avais parlé 40 déjà. Donc pour faire court et être rapide, la question d'Heidegger m'avait interpellé dès que j'étais adolescent, que je commençais à m'intéresser à la philo un peu plus que ce qu'il y avait en cours, un intérêt qui n'était jamais démenti. Et donc, dès cette époque, j'avais été quand même choqué par l'idée que quelqu'un considéré comme un des plus grands philosophes du XXe siècle ait pu être adhérent au parti nazi, même si on affirmait à l'époque que c'était pour une période très limitée, qui se limitait à l'année 1933, où il avait été recteur de l'université de Fribourg, en prononçant d'ailleurs, au moment de son intronisation, un discours de rectorat qui est devenu célèbre, parce qu'en réalité, quoi qu'en dise un certain nombre d'Heideggeriens, il s'agissait d'un discours extrêmement pro-hitlérien et fasciste. Donc ça me choquait profondément dès ce moment-là, et je me disais, mais comment un grand philosophe peut-il avoir été nazi? Pour moi, il y avait, je dirais, une opposition de fond entre l'idée d'une démarche philosophique qui vise à l'universel et une adhésion au nazisme qui vise à l'exclusion de l'autre, hein, grosso modo. Et bon, il se trouve que les choses se sont un petit peu accélérées au cours des 15 dernières années. D'abord, je me suis remis à lire beaucoup de philosophie, j'en avais toujours lu, mais j'ai retrouvé un regain d'intérêt. Et il y a eu coup sur coup deux choses sur Heidegger qui sont parues, qui était en 2005 un livre d'Emmanuel Zweig, que je vous recommande, en plus du bien, qui s'appelle Heidegger, l'introduction du nazisme dans la philosophie. Et en 2014, la parution des cahiers noirs de Heidegger, qui sont ces cahiers intimes, et dans lesquels son antisémitisme est avéré et écrit noir sur blanc. Les cahiers noirs ont d'ailleurs été édités par le directeur de l'Institut Heidegger en Allemagne, Peter Trani, et ils ont fait tellement de bruit que le président de l'Institut, par exemple, a démissionné. Alors, ces deux faits m'ont conforté dans l'idée que ma démarche était la bonne, hein, et que moi-même, est-ce que j'avais quelque chose à dire là-dedans? En fait, il m'était paru que oui. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part, parce qu'il me semblait que s'il était avéré qu'Heidegger avait bien été nazi et antisémite, en revanche, le lien entre sa philosophie elle-même et son engagement n'était pas absolument clair, même si Emmanuel Zweig en traite déjà abondamment. Mais donc, il m'est venu l'idée de prendre vraiment la philosophie de Heidegger à la lettre depuis Être et temps en 1927, jusqu'à des textes d'après-guerre en 1949 et 1951, notamment un texte qui s'appelle « Qu'appelle-t-on penser ?» je dirais de les commenter tout simplement, en disant voilà à mon sens ce que ça veut dire. Et l'autre fait, c'est que dans l'actualité, il y a en janvier 2015 un colloque assez important autour de Heidegger, organisé par la revue de Bernard-Henri Lévy, qui s'appelle La règle du jeu, a réuni une trentaine de philosophes autour de Heidegger. Et parmi eux, il y avait Alain Finkielkraut, et Alain Finkielkraut qui dit bon, aujourd'hui, plus aucun philosophe ne pourra dire qu'il ne savait pas concernant l'antisémitisme de Heidegger et après l'apparition des cahiers noirs. Mais Finkielkraut poursuit en disant mais comment ne pas être heideggerien? Et pourquoi comment ne pas être heideggerien? Parce que de son point de vue, la démarche de Heidegger par rapport au statut de l'être, on va y revenir rapidement, excuse-moi Jérôme, on va y revenir rapidement, mais en fait, Finkielkraut reconduit une démarche heideggerienne dans la question des migrants,
de la mondialisation, voire même des études de genre dans les universités, au nom, on va dire, de la perte de l'identité, de la perte du sujet. Vous voyez, enfin, de la perte, oui, de l'identité. Et faisant ça, en réalité, il va jusque, parlant des migrants, Finkielkraut va jusqu'à qualifier les migrants de catégorie du hors-sol, en accusant le pape, la gauche radicale et les humanitaires de laisser la circulation des étangs à travers le monde entier et donc de laisser libre cours, de ne pas faire obstacle à la catégorie du hors-sol. Je termine sur ce point. C'est ce que tu qualifies comme un recyclage. Oui, voilà. Et donc, absolument. Donc Jérôme me rappelle que c'est ce que je dis. En fait, si vous voulez, en reprenant cette catégorie du hors-sol, Finkielkraut reprend exactement, à mon sens, ce que Heidegger écrit déjà dans Être étant, son grand livre fondateur, en établissant une différence entre ceux qui sont en souci de l'être, ceux qui sont appelés à l'être, qui sont déjà ils sont là, c'est l'être-là, mais ils sont appelés à être, et ceux qui sont dans l'oubli de l'être, dont l'étant est impropre, ce sont les mots de Heidegger en français, et qu'il va jusqu'à appeler les sujets sans monde. Or, les sujets sans monde, de mon point de vue, c'est la même chose que la catégorie du hors-sol. C'est-à-dire, c'est dénier à des hommes et à des femmes le fait d'appartenir on va dire, à l'humain en général, et en établissant une distinction entre ceux qui sont appelés à être, au sens heideggerien, et ceux qui vont être sans monde, hors sol, ce qui est d'ailleurs particulièrement scandaleux quand on parle du hors-sol, s'agissant de gens qui sont chassés de chez eux par la guerre, la faim, déracinés, etc. Moi, je trouve ça assez monstrueux du point de vue du langage. Donc, ce que je veux dire, ce que vient de dire Jérôme, c'est qu'effectivement, je pense que Alain Finkielkraut, une fois qu'il s'est débarrassé de l'eau sale du bain, c'est-à-dire du nazisme et de l'antisémitisme avéré, il recycle le bébé Heidegger tout neuf dans les conditions d'aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, il y a aussi une actualité de mon bouquin. Voilà. Alors, mais je résume. Le style propre de ton livre, c'est un style, je dirais, d'intervention vive, hein, ce qui distingue un petit peu des livres plus ou moins savants qui ont été publiés récemment. Intervention si tous azimuts, hein, donc tu évoques les thématiques, je dirais, entre guillemets populaires de l'heideggerienisme, mais aussi l'articulation avec la conception de l'être, hein, voilà, qui garde un certain prestige. Mais en même temps, comment tu ferais toi le lien, comment tu établis le lien entre ces thèmes politiques populaires, entre guillemets, comme la critique de la technique, de la modernité, du détachement, et puis là, ce qu'on appelle l'ontologie fondamentale de Heidegger. Ah ben, c'est là qu'est la clé. Comment j'établis ça? Alors c'est là que, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai voulu, dans ma démarche, prendre exactement des textes essentiels en les commentant. Alors, juste une remarque, il va apparaître prochainement un livre de Georges-Arthur Goldschmidt, qui est un traducteur de l'allemand et une personnalité importante au plan culturel, enfin au plan intellectuel. Et Georges-Arthur Goldschmidt disait dans une conférence au mémorial de la Shoah il y a quelques années que dès l'instant où il avait commencé à lire Être étant, en 1950, parce qu'il n'avait pas lu avant, il s'était rendu compte à quel point le langage de Heidegger était codé. Alors je vais m'expliquer là-dessus, c'est un petit peu compliqué, mais enfin, c'est que, si vous voulez, la catégorie fondamentale que pose Heidegger dans Être étant, c'est le Dasein, c'est-à-dire l'être là. Je note au passage que Heidegger, lui, préférera plutôt plus tard parler de être le là, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose et ça mériterait d'y réfléchir, etc. Mais le Dasein, donc, a priori l'être là, ça concerne tout le monde. Vous êtes là, je suis là, etc. Et c'est cette notion de l'être là qui a pu, d'une certaine manière, je pense, abuser ou entraîner une part de ce qu'on a appelé l'existentialisme, avec Sartre évidemment, Merleau-Ponty et tout, à être passionné par Heidegger, avec des réserves toutefois chez Sartre, importantes, parce que être là, ça paraissait, si vous voulez, une catégorie existentielle. Qui partait non pas d'une essence humaine a priori, qu'elle soit donnée par Dieu ou autre, mais qui partait de la simple réalité existentielle humaine. Hein. Donc le Dasein de Heidegger, son être là,
en même temps, il souffre un petit peu de quelque chose, on n'a pas tellement le temps de détailler, mais il souffre un petit peu d'un problème de conscience de soi. C'est-à-dire qu'être là, c'est bien, c'est une chose. Avoir un sol, alors on voit déjà le petite dérivation de Heidegger entre être là et avoir un sol. Mais là, ça ne suffit pas pour avoir une conscience. Pour avoir une conscience, et ça, Sartre le remarque très bien dans l'être et le néant, pour avoir une conscience, il faut quand même passer, on va dire, par le cogito cartésien. Le je pense donc je suis, de quelque manière concrète. Alors, on ne va pas détailler là-dessus, je le fais dans le livre assez rapidement. Bon. Donc il y a ça, il y a déjà le fait, si vous voulez, que le Dasein, quelque part, il est un peu vide. Il est un peu vide justement de conscience de soi et d'auto-réflexivité. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je parle, j'ai pris la métaphore du golem pour mon bouquin. Pourquoi? Parce que le golem, comme vous le savez, c'est cette créature mythique inventée au XVIe siècle, qui est une créature faite d'argile, sans conscience de soi, sans conscience du bien et du mal, et qui n'obéit qu'aux injonctions de son créateur. Donc, si vous voulez, le Dasein un peu vide de Heidegger, je l'ai un peu, comment dire, comparé au golem. Mais en fait, le Dasein qui passe a priori pour une catégorie de l'être, ou de l'être en tant que, on va dire, humain, en tant que personne. C'est pas du tout ça chez Heidegger. Le Dasein, c'est-à-dire cet être-là, d'une part, il est en but je dirais à la pression du on. Le on, c'est le tout blanc, c'est les étangs, c'est le genre humain commun. Mais c'est aussi, pour Heidegger, ceux qui sont justement des sujets sans monde, qui ne sont animés que par l'affairement, la machination, le calcul, etc. Et donc, ces sujets sans monde-là menacent le Dasein. Ensuite, le Dasein est menacé par plusieurs autres choses, on ne va pas détailler. Et au fond, mais ça passe toujours pour une catégorie ontologique fondamentale, même si ça ne concerne pas la personne au sens anthropologique, si vous voulez, directement. Mais à un moment donné, dans Être et Temps, et c'est pour ça que Georges-Antoine Goldschmidt parlait de code, au 4/5e d'Être et Temps, Heidegger donne enfin une définition du Dasein. Il dit le Dasein, c'est un destin partagé, c'est l'aventure de la communauté, du peuple. Alors tout d'un coup, on passe, si vous voulez, de ce qui semblait une ontologie fondamentale, on passe à une définition du Dasein qui en fait l'apanage d'une communauté, d'un peuple, et qui donc, comme disait Spinoza, toute détermination et négation, et qui donc exclut les autres. Et ça, si vous voulez, on peut se dire encore à ce stade, oui, mais il parle de la communauté du peuple, et ça peut être considéré au sens générique. En fait, non, parce que dès 1935, dans un de ses livres importants qui s'appelle Introduction à la métaphysique, Heidegger s'interroge, il dit oh, qu'est-ce que l'être finalement? Qu'est-ce que l'être? Il cite Nietzsche, il dit bon, c'est peut-être finalement la dernière fumée d'une idée qui s'évapore. Et il dit mais en même temps, être, qu'est-ce que l'être? C'est la question qui paraît la plus futile et en même temps la plus importante. Et est-ce que l'être ne serait pas le destin du peuple allemand au milieu de l'Occident? Et c'est là qu'est le basculement qui est déjà présent dans Être et Temps. Dire que tout le discours sur l'être de Heidegger se ramène au final à, comment dire, à être l'être, le destin à venir, l'être là, appelé à être du peuple allemand, y compris contre tous ceux qui font obstacle à l'être. Et donc, tous ceux qui font obstacle à l'être, il le dit clairement dans l'introduction à la métaphysique, il dit l'être se définit en s'opposant. En s'opposant à qui? À ceux qui nous font obstacle. Et ça, il le dit clairement. Voilà, alors je vois que je vais loin, mais est-ce qu'il reste on attend qu'on ne nous chasse pas de notre position d'être. Continuons. Alors, je continue. Alors, bon, jusqu'où ça va? J'ai essayé de sauter quelques étapes. Jusqu'où ça va, cette démarche autour du peuple allemand et de son être-là proventuel au milieu de l'Occident, avec cette phrase qui dit, qui est quand même assez curieuse, il dit « Nous sommes le pays le plus riche en voisins et en même temps le plus menacé, nous qui sommes le peuple métaphysique. » Mais d'où ça sort, ce peuple métaphysique? Au nom de quoi les Allemands sont le peuple métaphysique? Ça n'a strictement aucun sens. Bon, mais il va aller plus loin, si vous voulez, dans le... comment dirais-je? Dans le nazisme philosophique, je ne sais pas le terme exact, hein, mais je le dis comme ça,
Il va aller plus loin dans un livre qui s'appelle Les apports à la philosophie de l'avenance, qui a été écrit en 36 et 38. Et là, si vous voulez, je voudrais simplement attirer votre attention sur quelque chose que je développe un peu plus dans mon bouquin, qui est la question de la mort, telle qu'il la traite dans les apports à la philosophie. Et la question de la mort, si vous voulez, je vous donne tout de suite là où je veux en venir. Pour lui, la mort, être en rapport avec la mort, c'est une tâche pour les penseurs de l'autre commencement. Alors l'autre commencement, il faut savoir qu'on est en Allemagne en 36-38. Hein. L'autre commencement, c'est le nouveau cours pris par la politique allemande. Et qu'est-ce que ça veut dire? Une tâche pour les penseurs de l'autre commencement, sachant que ces penseurs-là ne sont pas en nombre, je cite du Heidegger, ces penseurs-là ne sont pas en nombre, ils ont pour tâche aussi de ramener les étangs à la docilité, et un état de seigneurance est nécessaire pour eux, un état de seigneurance qui est au-delà du bien et du mal. Donc moi, je pense ne pas être paranoïaque, quand je me dis, c'est quand même bizarre dans l'Allemagne de 36-38, de dire qu'il y a des gens en état de seigneurance, par-delà le bien et le mal, appelés au nouveau commencement et à la décision, encore un terme heideggerien, et qui ont, pour qui être en rapport avec la mort est une tâche. Vous voyez, une tâche, c'est pas soi-même, c'est pas une réflexion sur la mort au sens de Hamlet, de Montaigne, de qui que ce soit, de Socrate. Non, c'est une tâche. Voilà. Donc, je pense que là, pour être tout à fait clair, je pense qu'effectivement, Heidegger anticipe d'une certaine manière ce qui sera la solution finale. Bon, voilà. Alors, oui, voilà. Merci Maurice. Bon, alors c'était très court, on doit céder la place pour le prochain débat. Moi, ce que je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite autour de la table qui présente le livre de Maurice à continuer la discussion. Et voilà, nous cédons la place. Bon, merci Jérôme, je ne t'ai pas laissé de beaucoup de place. Dans les cahiers noirs. Non, mais c'est l'antisémitisme qui a des résultats. Voilà. Je peux acheter à l'intérieur. Ah, bah merci. J'aimerais bien que tu me jettes du message. Tu as vu Menweg hier avec Patrick Appel-Muller. On s'était rencontrés dans le métro à la sortie de l'opéra. Mais ah ouais, d'accord, mais le prénom Michel. Non. Et Dumas sans S. On n'a pas trop le temps de parler maintenant, mais peut-être la reste du livre ces jours-ci. Et puis. Je vais vite parce que. Oui. Allô. On héberge Menweg, il m'a dit qui t'avait rencontré hier. Les débats dans cet espace, vous le savez, ne durent pas plus d'une demi-heure. Donc, en tout cas, nous, on en est très fiers. Ouais. Nous avons appelé ce projet L'eau, Agora, c'est pour. C'est un peu une. Ensuite, quand il aura terminé son propos, qui sera bref également, pour que vous puissiez éventuellement nous poser des questions, on vous montrera un petit film qui vous éclairera encore un peu de qu'est-ce que je réponds? Il n'y a pas de solution, il est mort. Ah non, mais ça veut dire qu'il faut continuer à écrire et à critiquer la philosophie de Heidegger, parce qu'il continue à passer pour le plus grand philosophe du XXe siècle. Il est au programme de l'agrégation de philosophie, et moi au journal on avait encore au début de l'été une jeune femme qui était stagiaire et qui faisait une thèse sur Heidegger dans ses études. Attends, je ne peux pas répondre à tout à la fois, je m'excuse, mais et cette jeune femme elle faisait une thèse sur Heidegger et les femmes, qui est complètement absurde. Heidegger ne parle jamais des femmes, il n'y a pas de femmes dans le Dasein. Donc je ne sais pas ce qu'elle peut bien raconter, mais le fait est qu'elle avait un prof heideggerien qui était lui-même l'élève d'un heideggerien historique, et que ça continue à se transmettre et qu'il y a pour moi une imposture philosophique heideggerienne. Quand même, vous pensez qu'il n'y a rien d'intéressant dans tout ce qu'il est. Non, mais il faut le lire. Nourrir sa réflexion en l'étayant sur... Ce que je trouve, c'est qu'il serait important de faire une contre... Madame, moi je ne veux pas être filmé. Mais vous ne pouvez pas mettre dedans parce que...
dans le contexte, c'est l'extrême pauvreté, l'extrême pauvreté de la bataille. Il avait déjà parlé. Je ne vais pas vous faire un long discours là-dessus, on le dit tous les jours, mais on voit comment on veut d'imposer par rapport à la rencontre qui a eu lieu à la BNF avec tous les guerriers, il n'y avait pratiquement aucune opposition. Ah si, il y a eu Milner. Il y a Blandine Krigel, Philippe Habib, Nicolas de Varenne. Si, justement. Oui, mais c'est bien pour ça, si tu veux. Mais il serait intéressant de faire une nouvelle rencontre avec beaucoup plus d'anti-guerriers, parce qu'il a vraiment... Emmanuel Faye en a fait une, mais qui n'a pas eu le même écho que celle de la BNF. Il en a fait une il y a combien de temps Écoute... Parce que là, il va sortir un bouquin sur... Oui, je sais, oui. Arène, théâtre de guerre, oui. Bah, ça m'est à voir. Et il y a aussi Georges-Arthur Goldschmidt qui va sortir un bouquin, en gros, sur le langage. Georges-Arthur Goldschmidt, dont j'ai parlé tout à l'heure, disant que c'est lui qui disait combien Heidegger était coûté. Et donc, il va sortir un bouquin en même temps que Faye, d'ailleurs, je pense, je crois que c'est sur le langage de Heidegger. Quand les cahiers noirs vont être complètement traduits, enfin, il faudrait le faire. Bon, je dis ça. On voit bien qu'autour de ce thème, il y a des approches. Merci. Pour certains, loin de l'intelligence collective. Quel nom? David. Alors, Louise. Quel nom? Quel nom? David Belden. Mais par exemple, dans notre réflexion sur les communs numériques, on voit bien qu'on a besoin de la réflexion des acteurs du numérique qui connaissent bien ces sujets. C'est une œuvre de... On a besoin aussi de la réflexion à nous courir sur le... C'est pour ça que je me suis dit qu'en plus des travaux d'Emmanuel Faye et d'autres, quelques autres, mais ils ne sont pas si nombreux, qu'après tout, un petit bouquin de plus dessus qui essaie d'appuyer que c'était pas du tout une mauvaise idée. Ça me porte un peu sur le système. Tous les 5 ans, ça recommence. Moi aussi, ça me tape sur le système depuis l'adolescence. Je vous remercie de votre attention et maintenant vous allez pouvoir regarder ce qu'est-ce Qu'est-ce que tu me fais là?